Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Merci pour l'appui. Merci pour les commentaires. Tous ceux et celles qui partagent et qui nous suivent, un grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez nous trouver sur les réseaux sociaux et sur les plateformes audio et évidemment sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-nous, commentez, faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. Justement, tu parlais de ça. Effectivement, on est de plus en plus populaire, surtout sur les plateformes audio, de plus en plus. J'ai l'impression, je sais pas, au début, j'avais l'impression qu'on était plus sur YouTube, je sais pas moi, Facebook, Instagram. Je remarque donc, on remarque que c'est un peu plus, c'est plus au niveau des plateformes, donc c'est très bien. Écoute, j'ai hésité avant de parler de ça, puis je me suis dit, bon, you know what, c'est pas grave, je vais prendre une minute pour en parler. J'étais sur Twitter. En fait, en passant, je suis Est-ce que tu utilises toujours Twitter? Non, justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. J'ai dit, je suis rarement sur Twitter. Ouais. En fait, vraiment rarement. Tu sais, genre, à part s'il y a un petit quelque chose que j'ai envie de partager, là, mais c'est très, très, très rare. Puis là, je me suis rendu compte en allant sur Twitter que, bon, il y avait du monde. Bon, ben, il y a certaines personnes qui n'aimaient pas trop ce que je disais, c'est correct. En fait, je m'en fous complètement. Disons que les personnes... tu sais, il y a une différence entre pas être d'accord avec quelqu'un, puis, bon, essayer de faire passer la personne pour le diable en personne. Donc, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait du monde qui prenait des clips. Mais tu sais, des clips là où il n'y a pas toute la discussion. Tu sais, on est sur un podcast. La discussion est quand même longue. Hein, ouais. Mais non, c'est genre une petite clip. Ce qui leur convient. Ce qui convient. En passant, j'assume chaque mot. Là, genre, je ne retire rien. Là, mais tu sais, c'est sûr que si tu prends la petite clip, tu la mets comme ça, puis tu dis, ah, regarde, il veut noyer la culture québécoise, etc. Ah, là, tout d'un coup, là, je suis comme un ennemi de la culture québécoise et tout. La personne, il faut voir comment il a écrit français, là, je peux te le dire que entre toi et moi, là, je pense pas que j'ai de leçons à recevoir là-dessus, mais en tout cas. Et pourtant, c'est un podcast où, oui, c'est vrai qu'on partage nos opinions, toi et moi. La plupart du temps, on est d'accord. Ça arrive aussi qu'on soit en désaccord. Mais surtout, on reçoit des gens de tous les horizons avec qui on parle, avec respect, etc. Alors, bon, moi, à un moment donné, je pense que je parlais d'immigration ou un truc comme ça. Puis, il y a un gars qui s'est excité, fait une petite clip, etc. Bon, alors... Ce gars-là, je ne sais pas s'il nous écoute. Je ne sais même pas c'est quoi son nom parce qu'il est tellement pleutre que c'est un compte anonyme, évidemment. Puis c'est correct. Honnêtement, ça m'a amusé. Donc, il peut continuer dans la vie qu'il n'a pas, qu'il ne mène pas. Bravo. Excellent. Ouais. C'est continuez comme ça, monsieur, madame, whatever ce que vous êtes. Moi, je vais dire une chose sur Twitter. Là. On l'utilise, notre balado est sur Twitter parce que, tu sais, à l'époque, nous, c'était la centrale de toutes les nouvelles. On allait souvent sur Twitter. Tout se passait sur Twitter. Je recevais pratiquement toutes mes nouvelles sur Twitter. Là, c'est devenu tellement... Je sais pas. On le garde. Je mets les épisodes, je mets les clips. Mais je suis pas trop souvent là-dessus. Là. Souvent, les gens sont sur Twitter plus pour effectivement le partage des articles, puisque avec Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, etc., là, depuis que le Canada avait adopté la loi C... ça m'échappe. En tout cas... c'est 11? Ça se peut-tu c'est 11? Non, non, je sais pas. En tout cas, c'était la loi qui faisait, dans le fond, payer pour le partage de médias, etc. Puis, Facebook, Instagram, etc. avaient juste dit, nous, on va tout simplement empêcher le partage de médias canadiens. Bon, en tout cas, qu'importe. Donc, les gens peuvent plus le faire sur Meta, sur les plateformes Meta. Donc, ils le font sur Facebook, sur Twitter, X, qu'on appelle.
Honnêtement, je te le dis, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'en parle simplement parce que je me dis, franchement, tu sais, on est souvent dans les... comment je vais te dire ça? On parle souvent de certains phénomènes, etc. Puis là, jusqu'à temps que tu te dis, mais vraiment, il y a du monde qui ont des vies, là, mais elles doivent être plates. Mais genre vraiment, là, plates. Mais c'est ça l'affaire avec les réseaux sociaux, Salim. Tu sais, c'est très facile derrière ton écran d'écrire tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'ils le font. Parce qu'ils savent que peut-être qu'ils n'ont pas le courage d'aller confronter des gens ou de s'exprimer librement devant des gens. Donc, ils le font derrière un écran. Puis, bon, à l'inverse, tu vois, sur YouTube, de temps en temps, je vais voir les commentaires qu'il y a là. À l'inverse, sur YouTube, souvent, j'ai des commentaires super constructifs de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Puis on assume le fait qu'on ne soit pas d'accord, puis c'est bien correct. Puis on échange. Parfois, je réponds. Ceux à qui je ne réponds pas, c'est que souvent, ils amènent un angle. Moi, bon, si c'est juste pour me dire vous avez tort, j'ai raison, ben j'ai rien à dire. Là, vous avez raison de penser que vous avez raison. Et moi, j'ai raison. Et moi, je suis correct avec le fait que je pense que vous ayez tort. Donc, je réponds pas. Mais les personnes à qui je réponds, généralement, c'est parce que soit je corrige les interprétations. Oui, ça aussi, d'ailleurs, tant qu'à faire, puisqu'on en parle. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais vous avez dit si, ça. » Puis là, je suis comme « attendez. De toute façon, c'est enregistré. » Fait que vous pouvez le réécouter. Puis c'est pas comme vous l'avez écrit que je l'ai dit. Puis il y a une grosse différence entre comment vous l'apportez puis comment je l'ai dit. Puis là, je corrige un petit peu. Mais je le dis, hein, les gens le font respectueusement. Alors, c'est correct. Mais alors, pour ceux qui ont des vies, je vous encourage vivement à les vivre pleinement. Puis bon, ceux qui n'ont pas de vie, qu'est-ce que vous voulez? Continuez de faire ce que vous faites sur Twitter. Oh my God. En tout cas, on va passer à autre chose, Salim, parce qu'il y a eu une semaine absolument incroyable. Cette semaine-là, il y a beaucoup de choses dans l'actualité politique. Je ne sais pas où exactement tu veux commencer. Peut-être le prendre chronologiquement. Oui, c'est ça. On va prendre ça chronologiquement. Il y a eu l'élection quand même municipale dimanche dernier. Quand même assez intéressante, les élections qui se sont passées. Bon, il y a eu des... Je pense pas qu'il y ait eu énormément de surprises, mais en tout cas, il y a eu quand même des nouveautés. Mais moi, je veux dire ce que je pense. Bon, on regardait tous... pas tous, là, parce que de toute évidence, la participation aux élections municipales... comme on disait, je ne sais pas quel épisode là, il y a très peu d'intérêt pour la politique municipale. Mais on suivait un peu les sondages. Soraya Martinez était en avant, mais il y avait quand même un pourcentage près de 30% d'indécis. Donc, on se demandait, bon, ce vote-là, il va se camper où? Est-ce qu'il va aller chez Luc Rabouin? Est-ce que ça va être des résultats plus serrés que les sondages montrent, etc.? Finalement, elle a gagné, mais quand on voit le score de Craig Sauvé, qui est allé littéralement piger dans le camp de Luc Rabouin, si lui n'était pas là, je pense que l'élection serait beaucoup plus serrée. Là. On ne parle pas de grandes différences. L'élection à la mairie, c'est-à-dire vraiment au poste de maire, aurait été plus serré, assurément, parce qu'effectivement, les gens qui ont voté pour Craig Sauvé auraient probablement voté Projet Montréal et Luc Rabouin sinon. Donc oui, pour ce poste-là, mais tu sais, quand tu vois les résultats à l'échelle de la ville, c'est-à-dire les mairies d'arrondissement, les conseillers de ville, les conseillers d'arrondissement, etc., tu sais, je veux dire quand même, Ensemble Montréal a très bien performé. Ouais, ils ont bien performé, oui. Et tu sais, moi, je pars du principe que c'est un bon échantillon. Quand tu vois que... d'ailleurs, avant qu'ils annoncent officiellement la victoire de Soraya Martinez, on voyait surtout, dans certains arrondissements, qui gagnait, qui perdait, etc. Puis là, quand tu voyais ça, tu te disais, à mon avis, Soraya Martinez va gagner. Parce que, tu sais, ça aurait été un peu illogique qu'Ensemble Montréal
mène dans la plupart des arrondissements et qu'au final, la ville-centre soit perdue aux mains de Projet Montréal. Ça aurait été surprenant. Alors, oui, ça aurait été plus serré, mais George, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand même, Projet Montréal, c'était pas rien comme parti. C'est un parti qui était financièrement quand même solide. Quand je dis solide, c'est-à-dire comme un parti politique. Là, tu sais, je veux dire, il roule pas sur l'or, mais solide dans le sens qu'il manquait pas de ressources. Ouais. Ils ont investi leur temps, leurs énergies, etc. Dans cette campagne-là. Projet Montréal est quand même assez bon comme parti pour habituellement bien s'implanter quelque part et d'y rester longtemps. Mais on dirait qu'il y a eu chez les Montréalais, bizarrement, une fatigue qui fait en sorte que Projet Montréal s'est écroulé. Mais c'est drôle parce que à la fois j'ai l'impression que Projet Montréal s'est écroulé, mais j'ai pas le sentiment, puis je peux me tromper, hein, je peux me tromper, mais j'avais pas le sentiment que c'était un rejet complet et total de Projet Montréal. On dirait que c'était comme bon, regarde, on est arrivé à la fin d'un cycle, la mairesse qui était là avec Projet Montréal se représente pas. Le monde était un petit peu écœuré de beaucoup de choses. La propreté de la ville, je veux dire, ça n'avait pas de bon sens. Bon, la mobilité surtout. La mobilité, c'était tu mentionnes terrible. La sécurité. La sécurité, là, tu sais, je veux dire, c'était pas... Tu sais, le sentiment de sécurité a énormément baissé à Montréal. Ouais. Puis en passant, moi, j'ai vécu assez longtemps à Montréal, même pas mal longtemps à Montréal. Et... moi, je me souviens que je me sentais très en sécurité. Ouais. Là, parfois, je suis juste de passage à Montréal, puis mon sentiment de sécurité a beaucoup baissé. Bon, non, regarde, on a déjà eu cette discussion-là, Salim. Moi, à chaque fois que je rentre sur l'île de Montréal, là, ou même si je la traverse, je sais pas, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le centre-ville, le Vieux-Port, les autoroutes, les rues, la saleté. Et je comprends ce que tu dis. Tiens, après 2 mandats de Valérie Plante, ça n'aurait pas dû être facile pour M. Rabouin d'essayer au moins de créer une distance de Valérie Plante, de dire, bon, oui, on est le même parti, mais on a une vision un peu plus différente. Moi, je vais faire les choses un peu... T'as pas le temps. Il n'y a pas eu le temps, puis je pense que peut-être que il aurait pu se séparer un peu plus. Mais comment tu le fais quand c'est un parti qui est très idéologique aussi, là, tu sais, Projet Montréal? Ouais, bon, il était rendu, enfin, en tout cas, Projet Montréal était rendu à une certaine forme de maturité dans l'exercice du pouvoir qui était, oui, teinté d'idéologie, mais jusqu'à dire complètement idéologique, pas nécessairement, mais je suis pas en train de les défendre parce que honnêtement, j'étais moi, si j'avais été Montréalais, j'aurais probablement voté contre eux parce que j'étais moi-même écœuré, sans être Montréalais, mais assez proche de Montréal pour y être souvent et d'y travailler, etc., puis de trouver que ça n'a pas d'allure. Mais je te dirais que dans le cas de Projet Montréal, je crois que la fatigue, oui, bien sûr, ça a été les 2 ans au pouvoir de Mme Plante. Puis le 2e mandat, Mme Plante était très fortement majoritaire là au Conseil. Mais tu sais, Projet Montréal, ça a été une ascension. C'est-à-dire que même le mandat qui a précédé la prise de pouvoir de Mme Plante à titre de mairesse, donc on parle ici du mandat, enfin de l'unique mandat de Denis Coderre. Je ne suis pas un expert de politique municipale et je n'ai pas nécessairement tout l'historique, mais il me semble de mémoire que Denis Coderre n'avait pas la majorité au conseil. Et puis il y avait plusieurs mairies d'arrondissement qui échappaient à Denis Coderre. Et donc, par conséquent, Projet Montréal n'avait peut-être pas le pouvoir de la ville-centre, mais dans certains arrondissements, ils étaient déjà au pouvoir. Il y avait déjà, commencé à mettre en place certains de leurs
comment dire, de leur, enfin certains aspects de leur plateforme ou en tout cas de. Et d'ailleurs, souviens-toi, Luc Ferrandez, qui aujourd'hui est dans les médias, Luc Ferrandez, lui, il était maire du plateau Mont-Royal avant même la victoire de Valérie Plante en 2017. Donc c'est ça. En tout cas, c'est intéressant. Mais quand on parle de municipal, il ne faut pas juste parler de Montréal. Exact. Quoique, on devrait au moins dire félicitations à Mme Ferrada, Martinez Ferrada, qui est déjà venue nous voir. Je crois, George, d'ailleurs, que sur le podcast, elle avait dit que si elle devenait mairesse, elle revenait. OK, on en prend bonne note. Elle avait Nos amis, on a pas mal d'amis là, qui sont dans son entourage. J'espère qu'ils vont écouter le balado. C'était dans le balado, c'est « It's on tape », comme on dit. Alors, on l'a. Alors, ce serait intéressant peut-être de la voir. Peut-être d'ici la fin de l'année, ça va être peut-être un peu difficile parce qu'elle arrive en poste. On va lui laisser le temps quand même de respirer. Mais j'imagine que peut-être quelque part en début 2026, ça serait le fun de la voir. Mais on espère, oui, on espère. Mais municipal, c'est pas juste Montréal. L'autre grande ville du Québec, la capitale nationale. Une autre personne qui était venue nous visiter et qui était bien agréable d'ailleurs sur le podcast, c'était Monsieur Marchand. Ouais. Alors, je me souviens de la première élection de Monsieur Marchand, son premier mandat. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais oui, je me rappelle, elle est sortie. Je me rappelle pas son nom, elle est sortie avec son discours de victoire, puis tout le... Oh my God, quelle gaffe. Tabarouette, ils ont dû reboucher le champagne. Là. Je pense pas qu'ils étaient en mesure de le rendre à la SAQ, là, mais le champagne était débouché, là, je pense. Pour les gens qui savent pas, l'autre candidate pour la ville de Québec, regardait les chiffres et elle a dit bon, on a gagné, c'est fini. Elle est sortie, elle a fait son beau discours de victoire, puis finalement, les résultats, c'était l'inverse. C'était Bruno Marchand qui gagnait. Bruno Marchand qui n'était pas majoritaire non plus dans son conseil. Cette fois-ci, je pense qu'il y a eu une bonne majorité. Je pense. Oui. Puis je pense qu'il a les coups des franches à bien des égards. On nous avait annoncé que ça allait être très serré à Québec, notamment entre lui et Sam Hamad, l'ancien ministre libéral. Finalement, c'était pas le cas, non. Finalement, non, effectivement. C'était une drôle de campagne, il faut le dire. Puis, Sam Hamad est même arrivé 3e. En tout cas. Mais les votes pro-tramway, j'ai envie de te dire, parce que tu sais, souvent, au Québec, on essayait de distinguer les camps, ceux qui étaient plus pro-tramway et anti-troisième lien versus ceux qui étaient anti-tramway, pro-troisième lien. Puis là, il faut croire que le camp pro-tramway a récolté quand même, si tu les additionnes ensemble, c'est-à-dire ce qu'a reçu M. Marchand puis les autres qui étaient favorables, est à environ 60%. Donc, je te dirais qu'il y a une espèce de victoire morale pour le projet de tramway. Projet de tramway qui, je te rappelle, était le dada de Régis Labaume, déjà à la base. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ça va être intéressant de voir. Québec, ça va être super intéressant, surtout dans la prochaine année, avec en perspective les élections, non pas municipales, mais provinciales. Ça va être intéressant de voir comment les plaques tectoniques là, de la politique provinciale va prendre un peu en considération ce qui a été, en tout cas les résultats des municipales pour essayer d'avoir des positionnements. Ça va être intéressant. Mais en général, on a parlé de Montréal et Québec, mais à l'extérieur de Montréal aussi, on a des très beaux résultats. Je pense à Longueuil où Catherine Fournier avec 83 ou 84 89% du vote. Écoute, c'était des résultats exceptionnels. À Brossard, Doreen Assad, qui d'ailleurs était venue sur le balado, 80, elle a eu toutes les 13 sur 13. Oui, mais tu parles de Catherine Fournier. Effectivement, Catherine Fournier, non seulement 89% pour la mairie, mais elle a eu elle aussi tous les districts. Donc, en fait, le conseil est représenté que par des personnes de son... Alors, ça, c'est très intéressant.
Mais attends, je vais te couper 2 petites secondes parce qu'elle a pratiquement pas eu d'adversaire non plus. Alors, c'est là que je m'en allais. Moi, moi, je pense que Catherine Fournier, si les gens l'ont plébiscité de cette façon, c'est que les citoyens sont quand même satisfaits de son travail et doivent considérer qu'elle fait du bon travail. Tu sais, j'ai pas de doute là-dessus. Puis d'ailleurs, je ne remets pas en question, mais alors là, pas du tout, pas un instant, cet état de fait-là. Mais j'étais en train juste de réfléchir, moi, dans mon coin, là, tu sais, quand tu es un peu geek de politique, parfois tu réfléchis, parfois même trop, je sais pas, mais en tout cas. Tu sais, je me demande si tant qu'à avoir une opposition aussi faible, si c'était même nécessaire. Tu vas me dire, ouais, mais c'est la démocratie. Tu sais, dans la démocratie, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un que d'avoir personne. Tu parles de faire une élection? Non, l'élection, tu es obligé de la faire, mais est-ce que ce parti d'opposition-là avait même besoin de se présenter? Parce que, tu sais, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est juste de me dire, quand tu gagnes avec 89% des voix, tu marches sur l'eau, là. Mm-hmm. Tu marches sur l'eau. C'est-à-dire que tu as... Comment je vais dire ça? Ta légitimité, là, elle est sans équivoque, mais aucun. Mm-hmm. Tu sais? Puis le truc, c'est que les politiciens, puis là, je parle pas de Catherine Fournier, pour qui j'ai quand même une certaine admiration, là, mais d'une manière générale. Puis on est tous humains, là, hommes et femmes, et on vient avec nos qualités, nos défauts. Des politiciens, ils ont des réflexes de politiciens. Donc, quand tu arrives avec 89%, là, c'est comme tu règnes sans partage. Là, c'est genre, il n'y a rien que tu puisses faire pour laquelle quelqu'un peut, à un temps soit peu, te shaker un peu, genre sur, ouais, je sais pas trop. Non, tu sais, clairement. Au moins, quand il n'y en a pas et que tu es juste élu par acclamation parce qu'il n'y a pas d'opposition, tu te dis, bon, la légitimité est là parce que le système démocratique est fait tel qu'il est. Si tu n'as pas d'opposition, à un moment donné, ben, tu es juste déclaré élu. Mais ta légitimité, quand tu n'as pas d'adversaire, elle est moins forte que quand tu as un adversaire que tu gagnes 89 à 89%. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc moi, c'est plus l'aspect un peu démocratique. Si je vivais à Longueuil, très probablement que j'aurais voté pour Mme Fournier. Ça, mais c'est parce qu'elle fait une bonne job. Oui, mais c'est ça. Il faut l'avouer. Non, mais c'est ça, exactement. Mais nous, ce qu'on essaye de faire sur le podcast, c'est pas de remettre en question ça. Moi, on essaye de pousser la réflexion un peu sur le système démocratique. Mme Fournier, elle a même écrit une très belle lettre dans le Devoir, une lettre ouverte dans le Devoir. On en avait parlé d'ailleurs quand elle était venue ici, c'est par rapport à la difficulté de créer des partis politiques, de financer ces partis politiques-là que tu viens de créer pour pouvoir, comment je vais te dire ça, faire de la concurrence à des partis qui sont implantés. Donc elle a eu cette difficulté-là de le faire. Bon, et puis je trouve ça absolument, c'est une prouesse remarquable qu'elle a faite en politique, d'arriver avec un nouveau parti, puis de gagner de la manière dont elle a gagné, puis c'était une vague, puis cette fois-ci c'est un tsunami, comme elle l'a dit elle-même. Mais on est quand même dans le même cas de figure que elle. C'est-à-dire que si demain quelqu'un a envie de contester les politiques qu'elle met de l'avant, elle aura traversé les mêmes défis qu'elle a elle-même traversés. Ben, elle a réussi, puis tant mieux pour elle. Mais la difficulté à réussir cette prouesse-là, elle est encore là pour ceux qui vont vouloir se présenter contre elle. C'est un peu ça ce que je pensais aussi à ça lors des élections, surtout dans le cas de Catherine Fournier. Puis il y a aussi le maire Boyer qui a très bien performé à Laval aussi en passant. Et moi, je pensais... Tu sais, je regardais les résultats, puis je me rappelais une discussion qu'on avait eue ici où on parlait de ce désintérêt pour la politique municipale. Et... Tu vois, ce que tu viens justement de dire, là, est-ce que c'est vraiment un effort colossal de démarrer from scratch et de financer un parti et d'aller affronter une mairesse, par exemple, Catherine Fournier, qui est bien établie? Ou est-ce qu'on se dirige vers un climat où, à cause de ce désintérêt politique-là, on aura de moins en moins
de confrontation partisane au municipal où on aura ces débats-là. Tu comprends? À l'exception de Montréal, où correct, on l'a vu. Mais en général, en région, c'était pas mal. Puis là, je connais pas tous les résultats par cœur, mais moi, je pensais à ça beaucoup. J'ai dit, est-ce que c'est vers là où on s'en dirige? Est-ce que le désintérêt des gens pour la politique municipale va faire en sorte que on va juste avoir des maires qui seront là pendant 20 ans parce qu'il n'y a personne... c'est déjà... écoute, George, c'est déjà un peu le cas. Tu sais qu'au Québec, là, un maire qui se fait battre, là, c'est quand même assez rare. Ouais. Ensuite, il y a des exceptions, là, genre la Saint-Lambert, une petite ville pas très loin d'ici. Saint-Lambert, là, ça fait genre 25 ans qu'il n'y a pas eu une personne qui s'est fait réélire 25 ans ou 30 ans. D'habitude, là, tu fais un mandat, tu perds. Un mandat, tu perds. D'ailleurs, la mairesse de Saint-Lambert a perdu alors qu'il y a beaucoup de monde qui pensait qu'elle elle allait peut-être se faire réélire. Son nom m'échappe, là. Elle a déjà été une collègue à l'Assemblée nationale. Elle était, à un moment donné, directrice de cabinet de ministre. Bref, donc voilà, c'est un peu ça. Bon, maintenant, c'est sûr que la démocratie, il faut en prendre soin. Puis sincèrement, là, entre les nonos dont on a parlé tantôt sur Twitter, qui intimident, qui sont violents verbalement, qui font des menaces, etc., entre ça et la pression de bien des affaires, etc., c'est important là, de choyer un peu notre démocratie. Écoute, on ne pourra pas toutes les faire, les villes, là, mais quand même, c'est intéressant. On a parlé de Montréal, on a parlé de Québec, on a parlé de Longueuil, on a parlé de Laval. Donc tout ça c'est très bien, mais quand même une réélection à Gatineau aussi. De la mairesse dont le nom m'échappe, mais j'ai le visage devant la... Ouais, la jeune fille. Oui, la jeune femme, effectivement. Là, son nom m'échappe, mais elle a été réélue. Alors, à Sherbrooke, une deuxième ministre de Trudeau, ancienne ministre de Trudeau, parce que Mme Martinez Ferrada, à Montréal, était une ancienne ministre de Justin Trudeau, puis Mme Marie-Claude Bibeau, c'est une ancienne ministre de Justin Trudeau aussi, qui est maintenant mairesse de Sherbrooke. Il y a à Lévis l'ancien ministre de M. Harper, Stephen Blaney, qui a succédé à Jules Houillet dans Lévis. Mais l'ancienne ministre de M. Legault, elle a perdu de 200 voix. On parle d'André Laforêt à Saguenay. Elle a perdu de 200 quelque chose de voix, un truc du genre, 250 voix, whatever. Je crois qu'elle va demander un recomptage parce que je pense qu'il y a quelque chose comme environ 1500 bulletins de vote qui ont été rejetés. Et bon, il y a peine... Bon, alors ça va peut-être valoir la peine. C'est assez surprenant, hein, parce qu'on aurait peut-être pensé qu'elle aurait été assez solide dans son Mais coin. moi, à minuit, je pense, où j'ai déconnecté, minuit 30, une affaire de même. Elle était devant encore. Elle était devant. À 5 heures le matin, elle l'était plus. Là, donc c'est fou. Alors, donc c'est ça. Trois-Rivières, c'est un monsieur, puis là, son nom m'échappe, qui est maire de Trois-Rivières. Et l'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui a été, je pense, je crois qu'il a été 3 fois, enfin, quand je dis 3 fois, c'est-à-dire je crois qu'il a été 3 mandats maire de Trois-Rivières. Ensuite, c'est présenté quelque chose comme 3 ou 4 fois pour les conservateurs à Trois-Rivières et à chaque fois, il a perdu. Là, il s'est présenté à Shawinigan, il a gagné. Donc, après avoir été maire de Trois-Rivières, tu sais, aller être comme maire de Shawinigan, c'est comme avoir été maire de Montréal, puis ensuite devenir maire de Saint-Lambert. Donc, c'est un peu... en tout cas, c'est bien pour lui, il partage sa passion pour le service public, puis... Tant mieux. La mairesse de Granby, Julie Bourdon, qui a gagné, elle, avec un score soviétique, elle aussi, 96%. Faut dire que c'était quelqu'un d'un un peu spécial là, qui était son concurrent. Donc, je pense qu'il n'y avait pas trop de doute. Encore une fois, c'est le même fort. Tu vois, là, je vais faire le même commentaire que ce que je disais sur Longueuil. C'est tant qu'à avoir quelqu'un qui va aller faire 4% et légitimer un mandat à 96% à la mairesse, rendu là,
honnêtement, tant qu'à faire 4%, tu fais pas de campagne, tu t'investis pas, bref, tu t'essayes de faire un peu de médias pour exister. Vas-y pas, rajoute pas de la légitimité à quelqu'un qui l'a déjà facile. C'est un peu, en tout cas, c'est un peu le démocrate en moi qui parle, mais tu me dirais le démocrate devrait vouloir avoir le plus de candidats. Oui, j'aimerais avoir le plus de candidats, mais je veux avoir des candidats crédibles, pas des candidats qui sont des leviers de légitimité inutiles. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Je pense qu'on les a passées toutes les grandes villes. Mon ami Antoine Tardy s'est pas représenté à Victoriaville. Donc, il y a un nouveau maire à Victoriaville. Ben, je pense que parmi les grandes villes, on est passé à travers. Je crois qu'on peut passer à un autre point. Ben, c'est ça. Donc, il y avait les élections municipales le lundi. Puis là, le jour d'après, un budget fédéral qui, on en a vu des budgets passer, là. Pas le jour d'après. Oh non, parce que les élections, c'était dimanche, hein, ouais. Donc, c'est le mardi d'après. Mardi ou mercredi? C'est mardi, je pense, le 4. Oui, tu as raison, mardi. On en a vu des budgets passer, là. Puis normalement, les budgets, on dépose un budget, puis ça garde les médias quand même actifs pendant plusieurs jours. Là, les oppositions embarquent là-dedans, il y a des débats qui se font. On veut garder ça comme sujet pas mal longtemps ou le plus longtemps qu'on peut, comme membre de l'opposition, mais aussi comme média. Il y a beaucoup de commentateurs puis analystes qui ont commenté ça aussi. Puis moi, je trouve que c'est vrai, on dépose le budget mardi, on en parle un peu mercredi, puis c'est comme si on n'a pas eu de budget. C'est comme si rien s'est passé. On l'a oublié. Et c'est quand même spécial parce que moi, je ne l'ai pas lu, évidemment, puis je ne le lirai pas non plus. Il est tellement énorme. Mais en gros, là, les gros points, 78 milliards de dollars de déficit, le plus gros déficit de l'histoire du Canada, même plus gros que Justin Trudeau. Et là rentrent les communications, toutes les lignes du gouvernement. Ah non, c'est un budget d'investissement. On va équilibrer le budget des opérations. Déjà, moi, j'ai parlé à plusieurs amis puis collègues, anciens collègues là-bas, qui ont pris leur package, comme on dit, parce qu'ils s'attendent à des coupures dans les opérations, les membres de personnel, etc. On va voir comment ça va se passer, mais les investissements qui sont faits sont des investissements quand même que je trouve nécessaires. Puis on l'a déjà mentionné, en défense, en infrastructure. C'est des affaires qu'on aurait dû quand même investir il y a très longtemps. On le fait maintenant. Est-ce que ça va donner lieu à des meilleures finances publiques? Je ne sais pas. Puis je reviens à quelque chose que toi, tu mentionnes très souvent. Cette ligne-là qu'on nous répète que, le ratio dette-PIB, on est quand même parmi les meilleurs dans le G7. Mais, et ça c'est ton point que tu reviens toujours, c'est que dans ce chiffre-là, on ne prend pas en considération les économies puis les dettes de toutes les provinces du Canada. Donc, si on était pour ajouter tout ça, je suis pas mal sûr que les chiffres et les lignes qui nous proviennent du cabinet du premier ministre changeraient pas mal. Oui, mais en même temps, le premier ministre fédéral n'a pas de contrôle sur les finances publiques des provinces. Ouais. Donc c'est pas tant ces lignes qui vont changer. Ou alors, si elles vont changer... C'est quand même paradoxal, Salim, parce que tu gères le pays. Et le pays est composé de provinces, mais tu dis, mais moi, ça, c'est juste mon budget. Je m'en fous des autres. Là. Non, tu gères... Au Canada, là, tu gères pas le pays. Tu gères les champs de compétences du niveau de gouvernement dans lequel tu es. Ouais, okay. Donc c'est sûr que admettons là, Québec solidaire arrivé au pouvoir demain là, puis que admettons les dépenses vont exploser, puis les déficits vont être extraordinaires, etc. Ben le gouvernement fédéral n'a pas son mot à dire là-dedans. Donc, mais alors attends, regarde. Bon, d'abord il faut juste rappeler que normalement, les budgets, ça se dépose au mois de mars-avril. Ouais. Là, il y avait des élections. On aurait pu imaginer qu'on aurait pu avoir un budget avant, au mois de mai, là, quelque chose, ou en tout cas avant le départ pour l'été là, du Parlement. Donc, bon,
finalement, M. Carney, à l'époque, avait dit, non, regardez, moi, je viens d'arriver, on est dans un cas vraiment très particulier avec les tarifs de Trump, etc. Fait qu'on va déposer un budget à l'automne. C'est ça qu'il a fait. Oui, c'est un gros budget, oui, c'est un gros déficit, mais il y a beaucoup de mesures très conservatrices là-dedans, conservatrices au sens fiscal du terme, mais aussi au sens des investissements du terme. Tu sais, veux pas, c'est quoi, c'est 11% de la 11% de la fonction publique dont M. Carney veut se défaire. Parce qu'effectivement, dans les années Trudeau, l'augmentation du nombre d'employés du gouvernement fédéral avait explosé. Ouais, puis ça va se faire progressivement. Je pense qu'ils vont pas engager... Ceux qui partent en retraite, par exemple, on les remplacera pas. On appelle ça, c'est ça, effectivement, on appelle ça par attrition. Donc, j'imagine que ceux dont parce qu'il y a aussi des gens qui étaient à contrat, hein, c'est-à-dire c'est pas des personnes qui avaient nécessairement toutes des sécurités d'emploi ou des choses comme ça. Donc, oui, il y a des personnes qui vont devoir... dont les contrats vont pas être renouvelés. D'ailleurs, je connais une personne dont c'est le cas. Là. Son contrat avec le gouvernement n'a pas été renouvelé. Donc, est sur le marché du travail à chercher un emploi au moment où on se parle. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui ont été effectivement annoncées. Mais ensuite, en termes d'investissement, oui, il y a beaucoup d'investissements dans la défense, dans l'armée, etc. Mais ce qui est tout à fait normal dans le contexte géopolitique actuel. Non pas que le Canada est censé entrer dans une guerre, ce que personne ne souhaite, et on veut essayer de garder ça comme ça. Mais dans le contexte trumpien, avec les histoires de protéger la frontière, avec les histoires de protéger le nord du Canada, les eaux arctiques, bref, il y a quand même beaucoup de choses. Même juste s'arrimer avec les Américains sur... plusieurs éléments de défense, ça coûte très, très cher. Il y a aussi tout le contexte où il y a comme une espèce de réinvestissement mondial dans le réarmement. Tu sais, les Européens qui parlaient de 900 milliards d'euros en raison de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, etc. Donc, tu sais, il y a quand même bien des choses de ce genre-là. Donc, il y a des choses qui sont quand même assez conservatrices dans ce budget-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs qui voient ce budget, qui se disent c'est pas mal. De toutes les manières, on va se le dire, là. Quand bien même M. Poilievre avait gagné l'élection, puis qu'il était premier ministre, s'il avait dû déposer un budget, ce budget-là aurait été largement déficitaire. Parce que c'est pas vrai que tu changes Trudeau, puis en claquement de doigts, tu équilibres ton budget ou tu le réduis considérablement. Exact. C'est pas vrai. Il y a un chemin à faire. Est-ce que, je ne l'ai pas vu, Salim, est-ce qu'il y avait une annonce de retour à l'équilibre? Non. Est-ce que j'ai manqué ça? Non. Hein? Non, il n'y en avait pas. D'ailleurs, c'était la première chose que je voulais savoir, moi, parce que généralement, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui j'aime ça quand on a un plan de retour. Là, on n'en a pas, parce qu'à 78 milliards, tu ne peux pas dire, dans 5 ans, je vais l'équilibrer. Là. C'est parce que 78 milliards de déficit, c'est beaucoup. Donc, alors, on peut peut-être le réduire considérablement, mais c'est difficile de le dire d'avance à combien on pourrait le réduire. Là. En tout cas, certainement pas en 5 ans. Il n'y a personne qui pense qu'au Canada, on va équilibrer le budget dans 5 ans. C'est impossible. Enfin, en tout cas, à moins que nos sources de revenus explosent, je vois pas comment ça pourrait arriver. Et juste pour mettre les gens en contexte un peu, avec un déficit énorme comme ça, le service sur la dette que les Canadiens payent en ce moment, on parle de plus de 50 milliards de dollars. Donc, juste pour les frais là, qu'on paye là, sur la carte de crédit, c'est 1 milliard par semaine que nous payons. Exact. Sur la dette. Alors c'est super que tu le mentionnes. Je m'en allais là aussi.
En fait, je te dirais que d'une manière générale, de ce que j'ai vu, et je vais être très honnête, je ne suis pas rentré dans les détails parce que j'ai une grosse semaine au travail et donc je n'ai pas eu le temps d'aller décortiquer, etc., puis m'intéresser dans les détails à ça. Mais de ce que j'ai vu, des espèces de petits résumés là, que tu peux lire ou que tu peux écouter, rapportés par les médias, et puis puis j'ai aussi des gens qui m'ont envoyé des résumés qu'ils ont fait, mais j'ai pas eu le temps de les lire. D'une manière générale, c'est pas nécessairement un budget qui me dérange beaucoup, je te dirais, même si évidemment il est déficitaire. J'aime moins ça, mais disons que actuellement, ce qui a le plus d'absents dans ce budget, les plus grosses critique à l'égard de ce budget, c'est que les efforts en matière environnementale du Canada sont quasiment au point mort. T'sais? Parce que probablement, M. Carney considère que dans la situation économique dans laquelle nous sommes actuellement, on ne peut pas, si tu veux, on ne peut pas prioriser ça. Ouais. Donc, moi, c'est un peu mon interprétation. Mais ça semble être un budget qui peut se tenir. Maintenant, sur la question il y a une différence entre les dépenses et les investissements. Ben, fondamentalement, dans l'équilibre de ton budget, dépenses et investissements, c'est la même colonne. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent que tu sors de tes poches, que tu sors de tes coffres. Qui s'en va. Qui s'en va. T'sais. Maintenant, M. Carney et M. Champagne ont raison de dire « Mais oui, mais l'argent qui sort de mes poches... » Comment est-ce qu'on le dépense? Oui. Donc, quand tu payes ton hypothèque ou quand tu payes ta sortie au restaurant ou au cinéma, ben, c'est pas la même chose. Ouais. Quand tu payes ton hypothèque, ben, tu payes pour quelque chose de fondamental. Une valeur associée. C'est dans tes actifs aussi, versus quand tu payes ta sortie au cinéma, bon, ben, elle était peut-être pas nécessaire, tu pouvais juste rester chez vous et regarder ton vieux VHS de Titanic, là, tu sais. Donc, c'est un peu... Je fais une blague, évidemment. Alors, donc là-dessus, ils ont raison. Mais sais-tu quoi? Moi, sans avaler le Kool-Aid, j'adhère à cette façon de penser. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que minimalement, tu puisses rééquilibrer tes dépenses courantes. Donc, ça, c'est tes factures. C'est les gens qui facturent. Tu payes ta facture de cellulaire, tu payes l'électricité, tu payes le gaz, tu payes ton assurance, etc. Là. Puis là, tu veux t'assurer que de l'autre côté, tu as de l'argent pour pouvoir les payer et faire l'équilibre. Là, tu sais, ça. Alors, moi, au niveau des dépenses courantes du gouvernement, évidemment, j'ai fait un parallèle avec un être humain, mais tu sais, les dépenses courantes du gouvernement, ça serait le fun qu'on soit en mesure de les équilibrer relativement rapidement. Ensuite, pour les investissements, la réalité, c'est que les investissements en défense, ça coûte cher. Les investissements dans les infrastructures, ça coûte cher. Les investissements dans la stimulation de la création de logements, ça coûte cher, très cher. Mais si on ne le fait pas, c'est une catastrophe. Puis c'est une catastrophe sociale, parce qu'effectivement, déjà qu'on vit une crise du logement, c'est important. Mais c'est aussi une catastrophe économique, parce que veux pas, quand tu investis, ça fait en sorte que ton économie roule. Donc, c'est-à-dire, si tu investis dans des infrastructures que tu dois bâtir, ben c'est l'industrie de la construction qui est là-dedans. Et quand je dis industrie de la construction, je ne parle pas juste des gens qui construisent, là. C'est tout l'écosystème qu'il y a derrière. C'est les fournisseurs. Enfin bref, c'est toutes les entreprises qu'il y a derrière. Donc, tu sais, donc ça fait un peu tourner cette économie. C'est de l'argent qui est investi dans l'économie pour que l'économie roule. Donc, c'est quand même positif. Là, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, puis bon, la dernière chose que j'aurais peut-être à dire sur le budget, moi personnellement, puis justement, ça c'était le point que tu as amené et sur lequel je voulais rebondir, c'est la dette. Alors forcément, la dette, personne n'aime les dettes. Mais d'être endetté, c'est une chose. Mais en plus de payer pour avoir le droit d'être endetté, c'est pire encore. Parce que dans le fond, c'est ça. Tu payes le droit d'être endetté.
C'est la même chose sur une carte de crédit. Si tu as 1 000 $ sur ta carte de crédit, ils te mettent, je sais pas, 22-23% annuel, puis tu n'arrives pas à la payer, ben, tous les mois, tu as un pourcentage que tu dois payer, mais ça ne baisse pas ta dette. Ça fait juste payer les intérêts. Ça n'impacte pas. Ta dette ne sera pas plus basse. Ouais. Enfin, ou très légèrement, parce que généralement, ils le font pour que à terme, tu puisses y arriver. Mais tu peux mettre 25 ans à payer 1 000 $. Ouais. C'est pas... Bref, alors, tout ça pour dire, tu as raison. 1 milliard de dollars en fait, c'est plus qu'1 milliard de dollars par semaine. C'est 52 semaines, donc 52 milliards. Mais je pense qu'on parlait de 56 milliards de mémoire approximative. Là. Je dois pas être très loin du bon chiffre. Bref, un peu plus d'1 milliard par semaine. C'est juste des intérêts sur la dette. Bon, au niveau fédéral. Donc, from coast to coast, comme on dit en anglais. George, tu sais ce qui m'ennuie là-dedans? Au-delà du 56 milliards de services sur la dette, d'intérêts sur la dette, c'est que tout le revenu du gouvernement fédéral en provenance de la TPS que nous payons tous, que nous payons à titre de consommateurs, contribuables, citoyens, mais que les entreprises du Québec payent aussi. Hein? Donc, toutes les entités qui payent la TPS, tout le revenu annuel du gouvernement en TPS n'est pas suffisant pour payer la dette. Ouais. Le service de la dette, les intérêts sur l'emprunt, sur les emprunts. Donc, c'est quand même fou. Donc, ça veut dire que, juste pour faire une image, là, à la fin de l'année, tout ce que le gouvernement a ramassé en TPS, il le donne, pas pour baisser la dette, mais juste pour payer ses intérêts. Et c'est pas encore suffisant, il doit rajouter en provenance d'autres revenus. Donc, et les autres revenus, c'est essentiellement les impôts. C'est la différence, parce qu'en anglais, malheureusement, le mot taxe, c'est souvent à la fois pour la consommation et l'impôt sur le revenu. Mais moi, je fais la différence, là. Ça veut dire que ça doit aller sur les impôts des individus, des entreprises et des organisations. Oh ouais. C'est énorme. C'est énorme. Je peux pas en vouloir à M. Carney. Il est arrivé dans un gouvernement... Mais c'est ce qu'il a hérité. Qu'est-ce que tu veux? Avec les budgets, évidemment, Salim, puis là, je vais passer à un autre sujet parce qu'il y a souvent les petites chicanes que nous aimons. Hein? C'est tout ce qui arrive en arrière-scène. Puis... c'est peut-être pour ça que tu n'as pas entendu parler du budget tant que ça. C'est parce qu'il y a eu des choses plus intéressantes. Il y avait plus de sang de ce côté-là. Oh my God. Non, mais puis tu sais, on parle de budget, puis juste à rappeler aux gens qui nous écoutent que M. Carney, il y a quand même une forte minorité. Hein? On parle de 3 votes, de 3 sièges à composer une majorité en chambre. Donc, c'est juste 3 personnes. Puis là, le budget arrive. On avait entendu des rumeurs que peut-être que M. Carney allait déposer un budget pour faire exprès que les partis ne l'appuient pas comme ça, forcer une élection et avec la très mince minorité qu'il a, aller chercher une majorité, etc., en tout cas. Mais on avait quand même discuté aussi, Salim, de tout le désaccord puis tout ce qui se passe en arrière-scène du Parti conservateur, spécifiquement autour du leadership de M. Poilievre. D'ailleurs, on l'a mentionné durant les élections, on n'avait pas réussi d'avoir un candidat conservateur à venir sur le balado parce que, puis là, par la suite, on a appris qu'ils suivaient tous un mot d'ordre. En tout cas, on a parlé de la stratégie de communication qui a été vraiment pas bonne pour les conservateurs. Mais moi, je suis très curieux de savoir les leçons que M. Poilievre a réellement pris de cette élection-là parce que
Tu te rappelleras, durant les élections, on a vu un nouveau Poilievre, hein, tu sais, un homme qui avait complètement changé son caractère, souriant. Puis on se demandait, mais c'est qui le vrai Pierre Poilievre? Est-ce que c'est le petit chien qui jappait en opposition, qui a fait couler Justin Trudeau, ou est-ce que c'est lui, maintenant que Trudeau n'est plus là, que bon, on voit un sourire, quelqu'un de plus, entre guillemets, normal? Mais là, il paraît que non, c'est pas ça le vrai. Tu sais, les vraies couleurs de M. Poilievre semblent être de plus en plus évidentes maintenant, où il y a des députés qui sont pas contents. Il y en a un qui a fait le saut et est allé aux libéraux, Chris d'Entremont de la Nouvelle-Écosse. Un autre, ça arrive tout dans une semaine, là, tu sais. L'autre en Alberta qui a dit... Ça, c'était la même journée. La journée du budget. Ouais. Il y a un député conservateur qui a traversé la Chambre. Le seul de la Nouvelle-Écosse, en passant. Oui, c'est ça, exactement. Le seul de la Nouvelle-Écosse, il a traversé la Chambre pour quitter les rangs conservateurs pour se rendre du côté de l'équipe libérale gouvernementale la journée du budget. Donc, tu comprends, George, qu'à un moment donné, le budget, les gens en parlaient quasiment plus. Là, on parlait surtout de ça. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Mais ça, il y avait des rumeurs qui circulaient qu'il y en aurait une 2, 3, 4 là, qui risqueraient de quitter. Moi, j'avais entendu parler aussi le nom de Dominique Vien. Finalement, elle, en scrum, de passage dans les couloirs, elle a dit non, moi, je quitterai jamais le parti, c'est mon parti, etc. Donc, elle a assumé un peu écoute, sa place. Mais tu te poses la question, lequel des Poilièvres est le vrai Poilièvre, etc. Tu sais, il y a un dicton français qui te dit chasse le naturel, il revient au galop. C'est un peu là-dedans qu'on est, mais sais-tu quoi? Je ne m'attarderai pas à faire de la psychanalyse de bas étage, là. Mais par contre, on peut faire des constats à partir de ce qu'on entend à la télé, à la radio, etc., ce qu'on lit dans les médias. Mais aussi, bien sûr, des témoignages de personnes qu'on connaît, parce qu'on connaît quand même plusieurs personnes qui sont au Parti conservateur et proches des hautes sphères conservatrices et qui sont aussi bien au courant, bien au fait de ce qui se passe. Il y a une grogne. En fait, George, il y avait une grogne déjà pendant les élections fédérale en avril dernier, puis la grogne a continué un petit peu, puis la manière dont Poilievre a géré le fait qu'il avait perdu sa circonscription, puis qu'il voulait revenir rapidement dans une autre circonscription, puis qu'il a fait démissionner une personne qui a bien voulu lui céder son siège et qui est revenu, puis il essayait de se donner une autre façon de faire quand à l'interne, en réalité, rien n'avait changé. Mais ce qui a libéré les gens récemment et qui a mené à ça, c'est le passage sur le balado, là, je sais plus, dont je me souviens plus du nom, de Pierre Poilievre, dans lequel il était en train de dire si la GRC avait véritablement fait son travail, Trudeau et ses ministres seraient en prison. C'est ce qui est franchement... honnêtement, c'est pas du tout à la hauteur de quelqu'un. Moi, je peux même pas croire que quelqu'un qui prétend devenir premier ministre du Canada ait tenu ce genre de propos. Sincèrement, si c'était plus facile que ça, pour moi, ça le disqualifiait complètement et il aurait fallu tout simplement changer de chef juste pour ce genre de truc. Parce que là non seulement tu affaiblis la police, c'est pas rien, ta police fédérale, parce que là, littéralement, tu es quasiment en train de dire que ils ont fermé les yeux. Ils sont tous poches. Ouais, non, mais ils sont pas juste poches. C'est quasiment, il y a quasiment un complot là. C'est quasiment s'ils les laissaient faire, etc. Tabarouette. En plus, ça vient d'un conservateur. Le conservateur qui te dit il faut respecter les forces de l'ordre, il faut respecter l'autorité de la police, etc. Tu arrives, tu balances des trucs comme ça. Anyway, bref, peu importe, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais bon, anyway, ça c'est mon point de vue. Donc là, ça les a un peu libérés. Bon, là, t'en as un qui démissionne la journée du budget, puis 2 jours plus tard, t'en as un... Attends, excuse-moi, j'ai dit qu'il démissionne, pardon. Il a traversé, il traverse chez les libéraux le jour du budget, puis t'en as un qui... Hier. Hier. Jeudi. Ouais. C'est ça, 2 jours plus tard, qui
démissionne. En fait, démissionne complètement. Pas du caucus conservateur, démissionne, genre sort de la vie politique après 10 ans. Ça fait 10 ans que la personne a été élue la première fois. Et ça, c'est M. Généraux. Oui, Matt Généraux de l'Alberta. Généraux, je ne sais pas comment ils le disent en anglais, là, mais bref, il le prononce d'une certaine façon. Bref. Et là, ça fait 2 personnes qui ont été perdues par les conservateurs. Au moment où on se parle, tu sais qui a la balance du pouvoir? Dis-les pas. Elizabeth May. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont. Il y a juste une voix de différence. Donc, tu sais, avant on disait la balance du pouvoir, si tu le bloques, non, ils sont encore assez au NPD. Non, c'est NPD. Là, c'est rendu que la balance du pouvoir, c'est Elizabeth May. Tu sais, Elizabeth May qui devrait elle-même probablement. Ben, enfin, ça serait un peu difficile pour elle maintenant de le faire avec le budget qui vient de passer là, mais Elizabeth May elle-même qui aurait pu traverser pour être libérale. Mais c'est ça. Mais attention, tu as raison, George, il y a d'autres noms chez les conservateurs qui pourraient potentiellement Mais moi, c'est ça. On l'a dit la semaine passée. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui quitte ou qui exprime un peu son mécontentement ou quoi que ce soit, on se demande toujours, bon, ben, est-ce que c'est une personne qui parle seule? Est-ce qu'il y a d'autres? Moi, c'est la seule question. C'est le point d'interrogation. Puis on va venir à Québec aussi parce qu'il y a eu aussi des nouvelles à Québec. Ouais. Mais pour terminer à Ottawa, moi, je peux gager, Salim, qu'il y a pas une méchante gang là, aux conservateurs qui sont pas contents. Oui, c'est vrai. Et potentiellement, ça pourrait arriver. Moi, selon mes sources, il y a au moins 2-3 autres personnes qui y songent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont franchir le pas, mais qui y songent. Mais on m'a aussi dit qu'il y avait du monde chez les libéraux qui pourraient potentiellement partir aussi. Certains parce qu'ils sont là depuis un certain temps et n'en peuvent plus. Certains parce qu'ils aimeraient peut-être être nommés quelque part. Moi, j'ai cru comprendre que M. Guilbeault était peut-être pas très heureux. Il ne faut pas oublier que M. Guilbeault, l'environnement, alors il n'est plus ministre de l'Environnement, mais l'environnement, c'est quand même quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Puis disons que le dernier budget n'était pas ce qui excitait le plus un environnementaliste. En même temps, ça se peut aussi qu'il fasse preuve de pragmatisme et que ça ne le dérange pas. On verra, l'histoire nous le dira. Moi, j'avais aussi entendu qu'il y avait certains autres députés qui attendaient peut-être d'être nommés ambassadeurs quelque part. Parce que, tu sais, il y a certains pays, George, où traditionnellement, on n'envoie pas des fonctionnaires comme ambassadeurs. On envoie des anciens ministres ou des anciens premiers ministres de province, etc. Puis, tu sais, un peu comme Stéphane Dion qui avait été envoyé en Allemagne et auprès de l'Union européenne avant de devenir ambassadeur à Paris. Alors, est-ce qu'un M. Duclos, par exemple, Jean-Yves, pourrait partir aussi, je ne sais pas moi, comme ambassadeur ou autre? Est-ce que... je ne le sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'informations, mais on me dit qu'il y a peut-être quelques libéraux qui pourraient être amenés à partir aussi. Mais chose est certaine, c'est que le climat actuel fait en sorte que le Parti libéral du Canada est sans être majoritaire et pas loin de l'être. Oui, exact. On va venir rapidement au Québec parce que la semaine passée, on a parlé du départ de Lionel Carman, ministre des Services sociaux. Évidemment, le seul médecin au caucus de M. Legault qui, de toute évidence, n'était pas content avec la loi 2 du ministre Dubé sur les médecins, les omnipraticiens, médecins spécialistes. Et encore une fois, on se demandait, est-ce que c'est le seul? Est-ce que c'est le seul cas de mécontentement dans le caucus? On le sait. Évidemment, on est beaucoup plus près des gens du Québec qu'on est des gens d'Ottawa. Cette semaine, quelle sortie manquée. Honnêtement, on parle d'Isabelle Poulet, députée de la Porte. J'ai utilisé ce terme-là, Salim, mais c'est une députée d'arrière-ban. Il n'y a personne qui connaît Isabelle Poulet. Moi, je ne savais même pas qu'elle était députée. Sauf cette semaine où son nom est sorti.
Bon, ben... T'as retenu son nom, toi. Non, mais c'est parce que tu suis la politique, tu connais un peu tout le monde. J'avais jamais entendu parler de cette députée-là. Juste pour décrire aux gens à quel point c'était une députée d'arrière-ban. Je suis désolé, encore une fois, j'ai utilisé ce terme-là, mais ça existe. Quand tu as un grand caucus comme celui de M. Legault, ben, c'est pas tout le monde qui vont recevoir des responsabilités, qui vont avoir la visibilité, etc. Les événements, là, si on peut les ramener, il y a un message d'une conférence de presse sur le futur politique d'Isabelle Poulet. Je ne sais pas le temps, là, c'était le matin. Là, un autre avis média, on annule la conférence de presse. Là, on apprend que finalement, le whip du gouvernement, il a parlé avec elle, puis... Oui, c'était en vue d'une affaire, d'une question de quitter. Puis là, finalement, elle est revenue au caucus. Ah non, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. On lui a demandé de pas faire, de pas se prononcer, de rien dire, d'annuler sa conférence de presse parce qu'on lui a dit viens voir le PM. Exact. Parce que le premier ministre Legault allait probablement la convaincre de rester. Exact. Puis là, on apprend que finalement, c'est le premier ministre qui l'a... Mais il y a une raison. Parce que entre-temps, ce qui s'est passé, George, entre le moment où elle a annulé sa conférence de presse, son point de presse qui était prévu sur son avenir politique, et le moment où le premier ministre, quand il l'a rencontré, c'était pour la mettre dehors, c'est qu'entre-temps, il y a des médias qui avaient dit qu'elle avait peut-être un peu magasiné dans un autre parti politique, en l'occurrence le Parti libéral du Québec. Exact. Et il y a eu un point de presse de Pablo Rodriguez qui était déjà prévu. C'était pas spécifiquement là-dessus, mais c'était un point de presse prévu dans lequel Pablo Rodriguez a été questionné. On lui a dit, est-ce que c'est vrai que Mme Poulet a tenté de rejoindre vos rangs? Il a non seulement confirmé, mais il a dit, moi, comme chef du Parti libéral du Québec, je peux vous assurer qu'on a d'autres plans pour le comté, pour la circonscription de La Porte, dont elle est issue. Donc, c'est une façon de dire, oui, je vous confirme qu'elle nous a approchés, mais non, elle ne viendra pas chez nous. T'sais? Alors, t'imagines bien, M. Legault, il apprend ça entre-temps. Il avait l'intention de la retenir. C'est sûr qu'il ne la retient plus. Tu sais, je me mets à sa place à M. Legault. J'aurais fait pareil. Moi, Salim, je vais aller un peu au-delà et c'est sûr qu'on est dans l'hypothèse. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est ce jour même-là que M. Legault a appris qu'elle magasinait des partis. Moi, je pense que... Imagine ça d'un côté du directeur des coms, un autre qui quitte le caucus dans 2 semaines. Hey, on peut pas faire ça. T'sais, on apprend qu'elle veut quitter, on la ramène, toute une stratégie. Non, on vient parler au premier ministre, mais le plan était déjà en marche de la chasser du caucus parce qu'on le savait déjà qu'il y avait un peu de magasinage qui se passait. Moi, en termes de communication, du côté du premier ministre, magnifique, bravo, vous avez gagné parce que c'est pas quelqu'un qui quitte votre caucus. Donc, c'est pas une autre mauvaise nouvelle d'un député ou d'une députée insatisfaite, mais c'est plutôt le premier ministre qui dit, garde, nous, des gens comme ça chez nous, on n'en veut pas. Bye bye, ciao. Tu comprends? Oui. Non, écoute, probablement, mais tu sais, à un moment donné, je vais juste te dire un truc. En politique, ce qui est retenu, c'est ce qui est public. Parce que ce qui n'est pas public, est-ce que M. Legault, il imagine que parmi ces députés, il y en a certains qui ont parlé avec d'autres partis politiques, notamment le PLQ, mais aussi le PQ pour ceux qui sont disons, qui ont moins de misère avec la souveraineté, appelons ça comme ça. Est-ce que M. Legault pouvait s'en douter ou avoir même des informations à ce sujet? Très probablement, mais juste te dire une affaire. Quand tu remportes 90 circonscriptions sur 125, tu le sais très bien qu'il va y avoir des morts de faim, là. Parce que des bouches à nourrir, là, t'en as 90 bouches à nourrir, c'est difficile. Il y en a forcément une quinzaine là-dedans, là, qui vont être mécontents. Et parmi la quinzaine qui sont mécontents, il y en a certains qui vont parler avec les oppositions, certains qui vont développer des affinités avec l'opposition, certains qui vont vouloir penser à aller indépendant, d'autres qui vont vouloir peut-être aller vers un autre parti politique.
d'autres qui attendent le bon moment pour faire mal. Écoute, t'as tout ça, là. Tu sais, ça, c'est le revers de la médaille lorsque t'as les pleins pouvoirs. D'ailleurs, à bon entendeur, que ce soit à Brossard avec Mme Massad ou à Longueuil avec Mme Fournier, etc. À un moment donné, tu sais, quand t'as tout le monde, tu sais, il y a quelqu'un... Tu sais, Mme Massad elle-même, là, à un moment donné, là, elle était dans une équipe précédente, puis elle est sortie de l'équipe parce qu'elle était plus d'accord avec son maire. Et bon, tu vas juste... Ça, je veux pas mêler les gens, là, parce que là, je suis en train de parler de municipal. C'est pas nécessairement le même système, mais c'est une façon de dire... quand tu remportes tout, le problème, c'est que l'adversité, elle commence à être à l'intérieur de tes rangs, et c'est celle qui te fait le plus mal. Mais écoute, moi je pense que c'est un cas... Non, en fait, c'est même pas un cas d'école, c'est un cas de maternelle. Parce que je ne peux pas croire que Mme Poulet a fait ça. Admettons... Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle avait l'intention d'annoncer, parce qu'elle a rendu public ce qu'elle avait l'intention de dire, là. Mais si son intention... Mais je veux pas... Tu sais, moi, ce que tu me sors après coup, là, je peux pas y croire, parce que tu l'as peut-être ajusté en fonction de la nouvelle donne. Mais si son intention, c'était d'aller comme indépendante, elle aurait simplement dû dire... Je m'en vais comme indépendante et le matin même. Tu sais, that's all. Je m'en vais comme indépendante. Si son objectif, c'était d'aller avec les libéraux, ben, assure-toi d'attacher tes affaires avec les libéraux. Sauf que là, les libéraux, c'est sûr qu'un comté... Écoute, le comté de la Porte, là, c'est Saint-Lambert essentiellement. Comté de la Porte, George, c'est un des comtés les plus libéraux qui soit. Ouais. C'est-à-dire que de tous les comtés actuellement qui ne sont pas libéraux, le premier que le PLQ pourrait remporter aux prochaines élections, le premier, s'il n'y en avait qu'un seul de comté que le PLQ pourrait arracher l'an prochain, c'est celui-là. Ouais. Fait que là, c'est sûr qu'ils n'allaient pas lui donner à elle, là, tu sais. Quand tu arrives à un point où tu n'en peux plus et tu prends la décision, puis elle s'est pas réveillée ce matin pour dire, bon, regarde, moi, je décide de ne plus être chez la CAQ. Ça, ça fait des mois, Salim, qu'elle aurait dû réfléchir. Puis quand tu arrives à un point où tu te dis, c'est fini, là, demain, je fais ma conférence de presse, ta décision est prise. Il doit y avoir une conviction en dedans qui te dit que je m'en fous, regarde, ma décision, elle est prise. Donc, que le whip en chef vient parler au premier ministre. Non, la réponse est non. Regarde, ma décision est prise, forget it. Vous auriez dû peut-être me parler il y a 1 mois ou 2 ou 3, je sais pas, là, tu sais. Mais comment tu peux faire pour prendre une décision avec, entre guillemets, conviction, et à, je sais pas, 1 demi-heure ou 1 heure de ta conférence de presse, tu changes d'avis. Oh, OK, le premier ministre veut me voir. Come on, man. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, écoute, effectivement. Mais regarde, c'est comme ça, mais de toutes les manières... en même temps, je vais juste te dire une affaire. Moi, je pense que si ça avait été un comté impossible pour les libéraux, peut-être qu'ils auraient voulu l'avoir avec. Ouais, c'est vrai. Anyway, all right, c'est tout pour cette semaine, les amis. On avait pas mal d'affaires, là. Je sais pas de quoi va avoir l'air la semaine prochaine. Mais là, je commence à être jaloux, là. Tu sais, tout est bien beau. Là, moi, pendant toute la semaine, j'étais comme ça, là, comme toi, genre bien habillé, belle chemise, belle cravate. Je t'invite aussi à t'habiller. Peut-être qu'on va trouver un commanditaire, là, pour nous habiller. On va aller cogner aux portes. Ouais, merci beaucoup, tout le monde. Revenez nous voir. On sera encore ici la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci et ciao. Merci, bye.